Dernière soirée de National League avant la pause olympique et on a eu beaucoup d'actions dans les 5 matchs en Suisse en National League avec beaucoup de buts, des soirées portes ouvertes. On verra tout ça et bienvenue à Puck & Goal. Les highlights, mes invités sont toujours présents. Alain Miéville, Marc-Léon Berger, Stéphane Rochette. Messieurs, on va tout de suite attaquer avec le match entre Zug et Ajoie. Deux équipes, évidemment, aux deux extrémités du classement, mais on avait quand même le nouveau venu, Kai Ferry, qui faisait ses débuts avec le HC Ajoie. Surprise également, c'était Loïc Gallet devant la cage à Joulotte face à un Dennis Hollenstein, donc duel de jeunes gardiens et ça a été tout à l'avantage des Zougois. On va commencer par la première période. Jusque-là, 4e minute déjà, il y a Fabrice Herzog qui réussit à faire dévier un tir pour son 8e de la saison. Et Alain Miéville, premier but, on s'attendait à un festival offensif pour Zug et c'était le début de ce qu'on a eu par la suite. Exactement. Après, là, sur les images que j'ai vues toute la soirée, j'ai rarement vu Ajoie à 5 contre 5. Donc, je crois qu'il y a eu quand même passablement de goals à 5 contre 4. Et puis contre une équipe comme Zug, ça pardonne pas. Quelques minutes plus tard, 7e minute seulement, c'est Grégory Hoffman qui vole un tir sur réception, un tir à la Grégory Hoffman, Marc-Léon Berger, et c'était 2-0 pour les Zougois. Oui, quand on le laisse comme ça, il a un très bon tir, il est précis. Voilà, je pense que ils connaissent pas encore Hoffman, peut-être. Rien d'autre à dire, c'est tout. Mais Stéphane, 20 minutes de jeu, c'est 2-0 Zug. Jusque-là, c'est quand même pas une mauvaise affaire. C'est pas deux buts là, qui vont passer à l'histoire non plus. C'est des tirs que le premier était dévié, le deuxième, un gardien un petit peu pour lui. C'est un tir Raidlas qui passe entre les jambes. Mais c'était Loïc Gallet qui jouait dans la cage, le gardien des juniors élites de Fribourg. C'est un jeune gardien qu'on a envoyé un petit peu au casse-pipe quand même. Là. J'ai de la peine à comprendre. À chaque fois, tout au long de ma carrière, le gardien remplaçant ou un jeune, ils sont mis dans le but pour le pire match, on va dire. Tu peux pas commencer avec un pire match. Tu joues avec Ajoie, tu joues à Zug. J'ai de la peine à comprendre pourquoi les coachs ils font ça. Souvent, les deuxièmes gardiens, ils jouent à l'extérieur parce qu'on veut que ton meilleur gardien joue à la maison devant tes fans, etc. Ça, c'est une espèce de loi non écrite, en tout cas, ce que j'entends beaucoup des coachs. Après, ton deuxième gardien, tu le mets à l'extérieur, mais est-ce que tu mets un jeune gardien qui a jamais joué dans cette ligue, qui arrive des juniors élites, je sais pas. Il y a sûrement une explication. Gary Sheehan pourra sûrement nous l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Il voulait peut-être pas que Wolf se fasse défoncer par respect pour Wolf. Mais si t'envoies le jeune se faire défoncer, c'est pas non plus... voilà. Demain, je pense pas qu'il aura une grande confiance en lui en allant à l'entraînement. Voilà, il va s'en remettre, mais j'attends. C'est vrai que c'est... Voilà. La suite sera... On va voir la suite, là. Et surtout que, Marc, on arrête pour 3 semaines. Là. C'était le dernier match avant la pause olympique. Et t'es au cœur d'une série de 17 défaites de suite. De mettre ton gardien numéro 1, c'est... Oui, je comprends pas non plus. Et puis, oui, s'il y a une raison, parce qu'il est peut-être légèrement blessé, ton numéro 1, ou il a quelque chose, OK, mais il ne me semble pas qu'il nous ait dit qu'il soit blessé. Moi, je comprends pas, surtout que c'est... Moi, je trouve ça vraiment frustrant pour le gamin. Voilà. Oui, parce qu'après une période, c'était quand même pas la catastrophe. Là, les tirs étaient nettement à l'avantage de Zug. Ce n'était que 2-0. Mais lorsqu'on se transporte en deuxième période, là, ça a commencé. À la 25e minute, c'est Claudio Cadonau qui marque son 2e de la saison. Et d'ailleurs, il a obtenu un but, 2 mentions d'aide. Il se transforme en défenseur offensif. Après, c'était... Tout le monde est offensif dans des matchs porte ouverte comme ça contre un adversaire qui est au plancher, qui est au fond du trou. Et voilà, tout le monde a l'air un petit peu meilleur, hein, on s'entend. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu plusieurs points dans cette rencontre et Grégory Hoffman est l'un de ceux-là. Il a d'ailleurs marqué son 7e de la saison, son 2e du match, quelques minutes plus tard, à peine 2 minutes plus tard. Et c'est un tir précis. On est allé au ralenti pour voir si la rondelle était rentrée du premier coup. Mais nous, en studio, Marc, on avait vu que le tir de Hoffman était très précis. Oui, il était très précis. Il a vraiment frôlé le poteau. Il a fait le tour arrière. Il est ressorti. Maintenant, on va le voir. Et voilà, il est ressorti. Au moins, il l'a remis au cas où il... l'a remis pour être sûr. Non, mais clairement... Non, mais c'était clairement net. Ouais. C'est Dario Simeone qui a remis cette rondelle, donc il n'a pas été crédité du but sur cette action. Par contre, il s'est repris. 7 minutes plus tard, va marquer son 11e de la saison. Hoffman se fait encore une fois passeur. Et là, c'est un tir de loin, un tir voilé. Alain,
C'est un but donné par un gardien, recru, un gardien en manque de confiance. Exactement. C'est compliqué pour lui de jouer à Zug et puis c'est clairement un but que je pense qu'avec les juniors, il ne le prend pas. Pour les fans du HC Ajoie, je vous avertis tout de suite, les prochaines minutes vont vous faire mal parce que l'histoire d'horreur s'est poursuivie en troisième période. Tout d'abord, à la 42e minute, le 6-0 signé Fabrice Herzog. Et on a continué d'en rajouter. Et il y a eu Mirko Müller avec son doublé par la suite. Et là, Steph, comment on arrête une hémorragie pareille? Voilà, écoutez, le bateau prend l'eau de partout. C'est une soirée cauchemardesque pour Ajoie, les fans, pour le coach et tout le monde. Là. On a abandonné, on n'a pas abandonné, mais on se présente là-bas, on sait dans l'état d'esprit qu'on est actuellement. Là, on est au fond du bac, là. On ne peut pas aller plus bas que ça. Et moi, ce que j'ai pas apprécié, et je le dis ouvertement, j'ai pas apprécié du tout les décisions du coach Dan Tagnes. Il y a une loi non écrite dans le hockey, en tout cas en Amérique du Nord, dans ma culture de hockey, la culture de hockey internationale de haut niveau. Il y a une loi non écrite qui dit que quand un adversaire est par terre, tu arrêtes de taper dessus. Et là, ils sont au tapis. Ajoie est au tapis et par terre. Il y a une large avance à 8, 9, 10-0. Dan Tagnes, à 5 contre 3, a mis son meilleur powerplay sur la glace. À 5 contre 4, il a renvoyé Hoffman sur la glace. Hoffman n'a quasiment pas quitté la glace sur les séquences de powerplay. A mis chance à ses meilleurs joueurs pour faire grimper le score, etc. Moi, je pense que c'est irrespectueux pour l'autre équipe qui a un genou par terre, irrespectueux pour la ligue dans laquelle il est. Tu fais rouler ton banc, tu fais jouer tout ton monde, mais de revenir sans cesse avec tes meilleurs pour soit gonter leurs statistiques ou soit saler l'addition, pour moi, c'est irrespectueux. Ça se fait pas. Et moi, je peux vous dire un truc, c'est qu'en Amérique du Nord, vous faites ça, vous êtes tagué pour la vie. Tagnes, là, il aurait été tagué pendant des années pour avoir fait ça. Il se serait fait lyncher dans la presse, lynché par ses compères, et il aurait traîné ça pendant des années. Ici, je sais pas ce que ça va faire, mais moi, ça me dérange énormément. Certains seront peut-être pas d'accord, mais moi, dans ma culture de hockey d'où je viens, là, ce que j'entends, là, puis je suis certain que je vais parler à des coachs demain de la Ligue, puis ils vont me dire que ça n'a pas de sens ce qu'il a fait. Tu fais tourner ton banc, tu fais jouer tout ton monde. Tu n'as pas besoin de gagner, de mettre le 9e, le 10e, le 11e. Si tu le marques, parce que tes gars sont... Je dis pas que les gars sur la glace ne doivent pas continuer à se battre, à essayer de marquer un but. Tu dois jouer au hockey, tu dois pas tu dois pas arrêter de jouer au hockey. Mais tu tournes ton banc, tu donnes de la chance à tout le monde. Si tu marques les buts, tu les marques. Mais Hoffman n'a quasiment pas quitté la glace sur les séquences de powerplay. Je trouve ça inadmissible. Marc Lehensberger, comme ancien coach, est-ce qu'il y a moyen de justifier d'utiliser tes meilleurs éléments quand c'est 9-0, 10-0? Là, on a quand même vu qu'on a changé de gardien. Mais après des pénalités, on utilise les meilleurs joueurs. Ceux qui ont marqué là par la suite, après le changement de gardien, c'est Anton Lander, étranger, Lino Marchini, Mirko Müller pour son triplé. Comment expliquer que c'est pas le 4e bloc, c'est pas le 3e bloc qui joue quand c'est déjà 9-0? Je sais pas. Moi, j'estime que... voilà, on a dit une équipe, on essaye de faire tourner les gens. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il y aura 3 semaines de vacances qui s'est dit on va encore les faire aller? Je ne sais pas. Globalement, normalement, tu essayes d'équilibrer les présences de glace. Si t'as pas, une fois que tu mènes par 5-6 buts, tu fais tourner ton banc. L'équipe qui est sur la glace pour le 5 contre 3, elle le fait. Et puis voilà, moi, je comprends pas ça. Je me réjouis de faire... J'aurai plusieurs gars au téléphone demain concernant ça. Je suis certain. Alain, t'en penses quoi? Après, il y a 2 mentalités. Il y a ceux qui disent qu'ils font tourner. Et puis, on donne la chance à ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à 5 contre 3, à 5 contre 4. Et allez-y, faites-vous plaisir. Oui, l'autre mentalité qui dit, ou même les joueurs demandent, moi je veux marquer, je veux être plus haut dans les stats, et puis il laisse aller. Voilà. Mais c'est justement là que l'entraîneur il doit dire, attends, là, avoir l'esprit d'équipe, c'est de laisser aussi la chance à des gars qui ne jouent pas de toute la saison à 5 contre 3, à 5 contre 4. Moi, je suis à sa place, je fais tourner, honnêtement, parce que tout le monde mérite de jouer, puis là, t'as quoi à perdre. Et ça leur donne l'expérience si une fois les meilleurs sont blessés. Et moi, je peux même vous dire qu'en Amérique du Nord, là, il y aurait eu des bagarres pour ça. Si un entraîneur fait ça, tu le sais, Joe, tu connais la culture. Moi, je l'ai vu dans le junior majeur, dans la ligue de mon fils, qu'un entraîneur à 5-0 a mis son premier power play. L'entraîneur adverse, il y a eu des bagarres qui ont été déclenchées, non-respect, les 2 coachs se sont engueulés. Et c'est une histoire qui fait le tour de la ligue. Et c'est ça, c'est rare que l'entraîneur adverse, celui qui est un peu victime de ça, reste calme. En Amérique du Nord, souvent, on voit l'entraîneur sortir de ses gonds et se faire valoir. Justement, en parlant d'entraîneur de l'équipe perdante, puisque vous avez vu le résultat, c'est 11-0 pour Zug. On va écouter Gary Sheehan au micro de notre journaliste.
Gary Sheehan, qu'est-ce qu'on peut dire à son équipe après un tel match contre le champion? Ben, disons que c'est difficile parce qu'on pensait peut-être être capable de dresser la situation après la pause de COVID qu'on a eue. On a fait quelques bons matchs et là, on a l'impression de frapper un mur. Je pense qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui sont... qui ont vraiment leur moral dans les chaussettes et puis leur envie a complètement baissé. Et puis, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui abandonnent jamais. On l'a vu ce soir, on a essayé quand même, mais le score est très sévère et puis c'est quasi ridicule, je dirais même. Mais voilà, on savait que ce serait difficile, on savait qu'on aurait des moments difficiles. Mais là, ce soir, on a tenté un pari avec un jeune gardien de but. Ça a été un pari risqué, mais je pense que même si on aurait mis Tim ce soir pour commencer le match, je pense que notre travail défensif n'est pas assez bon. On ne paye pas assez le prix défensivement. On ne gagne pas assez de duels défensivement. Ce qu'on avait au début de la saison, on le faisait. On était capable de gagner ces duels-là. Puis là, on dirait qu'on manque un peu physiquement dans ces duels. Et ça nous coûte toujours des buts. La chance, il faut la provoquer et puis on n'arrive pas. Depuis plusieurs mois, on a eu l'occasion de discuter de l'évolution de l'équipe. Clairement, on n'attendait pas l'équipe aussi bas à la pause olympique en cette fin de mois de janvier. Non, c'est sûr. Je pense que, aussi bas, je pense que si le problème d'étrangers qu'on a eu dans le début de saison, Guillaume Asselin, le Duc, ont joué que 20 matchs, 21 matchs ce soir. Il y a Phil Deveau qui a joué tous les matchs. Hazen a été out. Depuis le moment qu'Hazen a été out. Et ensuite, Van Strom, qu'on a engagé, qui, à mon avis, aurait été une bonne acquisition, joue pas. Fait qu'on a une équipe, on ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes dans ce secteur puis penser s'en sortir. Depuis le mois d'août, je parlais du deuxième gardien de but. On n'en a jamais eu. Et voilà, c'est difficile. Hein? On essaye de trouver des solutions, mais en cours de route, c'est difficile quand le contingent n'est pas profond et puis les blessures s'en mêlent et puis les défaites s'en mêlent. Merci. Ça me fait beaucoup penser à l'entrevue de Guillaume Asselin hier, le non-verbal, Steph. Là, Gary Sheehan a l'air à court de solutions. Il en trouve. Il donne des défaites, les blessés, les étrangers, tout ça, mais à son non-verbal... Là, il ne nous a pas parlé du match, il nous a parlé de l'ensemble de la saison. Donc, ça ressemble à un discours d'un entraîneur qui pense qu'il va se faire licencier. Il a l'impression que c'était peut-être son dernier match. Je sens que c'est dans l'air. Hein? Tout le monde en parle. Cyril Pache, dans le matin, écrit un article avec ça. C'est dans l'air, si on entend ça. Est-ce qu'il a coaché son dernier match? Peut-être. Mais il avait vraiment l'air du gars qui faisait son discours de sortie en expliquant tout ce qui s'est passé, en disant, écoutez, on n'a pas pu, pour X raisons, voilà ce qui s'est passé, etc. C'est un peu triste, mais j'ai toujours l'impression, on va attendre, hein, mais j'ai toujours l'impression que c'est le même scénario qui se répète. On pensait du côté de la joie qu'on pourrait, avec le cœur, faire ci, faire ça, puis que ça allait aller, mais on se rend compte que dans le hockey professionnel, tu peux pas aller avec la moitié du budget des autres équipes. Et cette année, ils ont toutes les excuses du monde. Il n'y a personne qui leur reproche rien du tout, mais ils pensaient quand même pouvoir. Mais là, on se rend compte qu'on est loin, mais très, très, très loin. Et puis, ce qui m'attriste, c'est que je l'avais aussi dit au début de l'année, j'ai dit, vous allez voir à Noël, ça va être la faute du coach. Ça va finir par être la faute du coach. Les joueurs vont dire, la première raison qu'on trouve, c'est toujours le coach. Et là, tout le monde, les joueurs sont descendus voir le président, tout le monde s'est déchargé sur le coach. Et c'est peut-être Gary qui va payer le prix, malheureusement. Il ne faut quand même pas oublier tout ce qu'il a fait. Et je trouve ça très dommage. C'était prévisible. J'espère pas que ça va arriver, mais ça sent ça à plein nez. Et c'est toujours la même chose, le même scénario qui se répète. Les gens ne nous croyaient pas quand on le disait. Bien, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. On verra. Peut-être qu'on aura des réponses à nos questions lors des 3 semaines de pause. Donc, je résume, 11-0, 18e défaite de suite pour le HC Ajoie. On va maintenant passer au match entre Genève Servette et les ZSC Lions. Évidemment, tâche colossale pour Genève Servette contre une équipe. On en a parlé dans l'avant-match en feu, littéralement, en pleine forme. Et le duel de gardiens mettait aux prises Niffler face à Jakub Kovar du côté de Zurich. Et ça a été un match très serré du début à la fin. On a dû attendre la 16e minute de jeu pour voir un premier but. On a également dû aller au ralenti. Marc Leuenberger, c'est Phil Poula qui tape au vol. Et finalement, ça a été validé. Bon, il a été validé. Sur le coup, moi, quand je l'ai vu, il me semblait que c'était un peu plus haut. Surtout, vu que la crosse, elle descend. Donc, elle vient d'en haut en bas. Je n'ai pas pu tout de suite voir, mais bon, c'est la bonne hauteur, ils l'ont donné.
Voilà, c'est une certaine réussite devant le but. Un puck a été mis sur le but et puis Philippe Poulin est là, il peut le mettre. C'est bien. Et en plus, Genève Servette qui va en rajouter, puisqu'en avantage numérique, en toute fin de période, encore là, les deux étrangers défenseurs, Tom Ernest et Vatanen, qui unissent leurs efforts, passent rediriger à l'un de Daniel Winnick pour déjà son 23e de la saison. Ah, c'est une magnifique passe, il met sa canne par terre où il faut, il a juste à la tenir fort et puis ça va dans le goal. Mais j'aurais bien voulu jouer une fois avec deux défenseurs comme ça en powerplay, on doit recevoir beaucoup des passes comme ça. Hein? C'est facile de jouer. Okay, tu mets ta canne sur la glace, là, et il arrive dessus. Mais avoir quand même la puissance des passes, il faut quand même que tu le tiennes solidement parce que... Oui, il faut quand même... Les passes rentrent vite. Ah, c'est très ce que ça a fait. Il ne faut pas la canne à l'œuvre. Il en a cassé 2 ce soir. Donc tu prends une plus solide. On va se transporter en deuxième période, en début de deuxième période, 34e minute. C'est une charge un peu limite de Sven Andrighetto ici par derrière sur Théo Campagna qui se relevait. Stéphane, je veux t'entendre là-dessus. Ça faisait longtemps qu'il voyait les numéros de Campagna. Il va quand même d'une charge dans le dos. Campagna, c'est un petit jeune, là. C'est un 2002. C'est un jeune là, qui est vulnérable. Il est par terre. Regardez, non, ça, c'est inadmissible. Ce qu'Andrighetto, il fait. Il est capable de faire ce genre de truc. Souvenez-vous, dans les playoffs, contre Lausanne, l'année passée, du double échec qui lui avait valu un match de suspension, très, très peu chèrement payé, d'ailleurs. Regardez là, le jeune voilà, c'est un jeune défenseur, il le sait très bien, il connaît ses adversaires, il lui écrase, le gars est en déséquilibre, il donne une bonne poussée. Après la foire, il y a eu la foire d'empoigne, il a bien mérité ce qui lui est arrivé par la suite, si vous voulez mon avis. Et il a été chassé, il a eu 5 minutes. Hein? 5 minutes plus 20. Même chose pour Théo Campagna, les deux ont lâché les gants en fait. Oui, après c'est empoigné. Ouais. Bon, Campagna, après, s'il s'est battu, d'accord, mais Andrighetto, là... c'est pas... Mais gars, Marc, il avait raison, il était frustré là, et puis... Il a fait des gestes comme il a fait l'année passée contre Lausanne. C'est Andrighetto, ben voilà, Zurich, on connaît le résultat, hein, donc ils ont perdu. Andrighetto pète les plombs et puis il fait des bêtises. Pour moi, il l'a déjà poussé au début, quand il est après sur le derrière, et il va la finir comme ça dans la bande. C'est quand il y a un court-circuit. Entre les deux oreilles. Au baseball, on appelle ça un coup de circuit, mais toi, tu dis moi, je dis un court-circuit entre les deux oreilles. Non, mais c'est vrai que... Mais je suis d'accord, mais Andrighetto, quand il perd, quand ça va pas bien pour lui, il est vite frustré. Il a la mèche courte, comme on dit. Ouais. Mais en même temps, Alain, je veux dire, je comprends que tu tires de l'arrière, mais le match est loin d'être terminé. Tu es en début de deuxième période, c'est 2-0, et là, tu mets un peu ton équipe dans l'embarras parce qu'il se prive du joueur le plus en forme là, de l'équipe dans les derniers matchs. C'est un geste stupide qui nuit à ton équipe, au final. Complètement. Après, je pense, je n'ai pas regardé complètement le match, mais je pense que peut-être c'était pas une bonne soirée pour lui. Et puis il a dit, bon, c'est un petit jeune, il est mal et je vais finir le check sans penser aux conséquences. À mon avis, il y aura une sanction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Moi, je pense aussi, mais c'est heureusement qu'il se relève, il a voulu se battre et puis tout va bien, mais ça pourrait très mal finir. Hein. Et puis le jeune a failli avoir un coup de patin là, en plus. Ouais, en plus. Voilà, M. Andrighetto, un excellent joueur de hockey par ailleurs. C'est un joueur que j'adore. Là. Quand il joue au hockey, il est vraiment extraordinaire, mais bon, ça excuse pas son geste. C'est resté 2-0, donc quand même très longtemps pendant ce match. Et c'est à la toute fin de la troisième période, finalement, dans une cage vide, que Joël Vermine va marquer le troisième but. Celui-là qui venait confirmer une magnifique victoire pour Genève Servette, Marc, qui bat une équipe en forme. C'est la première défaite en temps réglementaire de Zurich là, depuis la mi-décembre. Oui. Bon, Servette a très, très, très bien joué. Et puis, le match était tendu, mais serré, tendu, mais pas plus méchant que ça. Il y a eu 7-7, mais autrement, ils ont joué au hockey, ils ont essayé. Je dirais quand même peut-être avec un peu plus de réussite pour Genève. Il y a eu une chance qu'on n'a pas vue, mais une chance où ils sont aussi allés regarder. Le puck n'était pas entré de Zurich, mais les deux équipes étaient proches l'une de l'autre et la différence, voilà. On va entendre une réaction dans le camp des vainqueurs. C'est Louis Matt qui était au micro de Laurent Bastardeau. Louis Matt, bonne victoire ce soir de Genève Servette, 3-0, même si on n'a pas vu le meilleur Zurich de la saison. Vous avez fait le match parfait aujourd'hui. Oui, on a été bien capables, on les a bien contenus en première période, on leur a pas laissé développer leur jeu. Et puis après, écoute, on a mis des pucks au but, on a travaillé fort, on était opportuniste. Et puis dans l'ensemble du match, je veux dire, on n'a rien volé.
Sur ces, disons, 2 tiers de championnat, quel bilan on peut tirer du côté de Genève Servette avant le dernier round, le dernier rush après les Jeux Olympiques? Ouais, comme vous le savez, on a eu un début de saison difficile et puis, écoute, depuis la pause de novembre, on s'est replacé. On a plus d'une moyenne de 2 points sur le classement par match. Donc, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à le faire sur la longueur. Et puis, on était capable de remonter au classement. Et puis, écoute, on a pour objectif d'aller chercher au maximum cette 6e place ou de s'isoler au moins à la 7e le plus vite possible. Merci, Louis-Matt. Alain, mine de rien, Genève qui commence à regarder vers les playoffs. Ouais, qui l'aurait cru quand ils ont changé de coach. Mais là, c'est impressionnant les matchs qu'ils font. Ils me font penser un peu à Fribourg, là, quand je les vois jouer. Ils sont calmes, je trouve qu'ils jouent vraiment bien. Et on voit que, je ne sais pas, après on va voir au classement, mais ils se rapprochent de plus en plus de Davos. Et c'est impressionnant la remontée qu'ils font. Et Dominique Niffler qui signe un jeu blanc en National League, victoire donc de 3-0. Il commence quand même, Stéphane, à avoir des belles statistiques. Il avait déjà des belles statistiques. Ce gars-là, il n'a jamais été étiqueté comme gardien de National League. Il est prêté par Cloton. Il faisait un ménage à 2 à Cloton. Il est prêté comme une roue de secours. C'est une roue de secours de qualité. Ça me fait penser à la roue de secours de Manzato en play-off l'année passée, les gars. Il est presque 94-95 d'arrêt. Il garde son équipe dans le match. Il fait des arrêts clés. Est-ce qu'il est en train de s'improviser, de se créer une carrière dans la National League? Est-ce que les autres clubs vont allumer sur lui en se disant « Oh, lui, il peut garder en National League ?» Parce qu'on parle beaucoup de gardiens étrangers dans l'avenir en National League, parce qu'on n'a pas de bons gardiens suisses. Mais lui, là... Je pense qu'il peut clairement postuler pour une place de numéro 2 dans une équipe, voire 1,5, on va dire. 1,5, on va dire comme ça. Ouais. Avec une éventuelle 14e équipe, là. C'est 2 postes de plus de gardiens. Je dis ça, je dis rien. On va maintenant passer à notre match studio entre Fribourg-Gotteron et le HC Bienne. Un duel 100% roman qui promettait les 3 matchs entre les 2 formations qui avaient été très serrés depuis le début de la saison. Et on saluait le retour de David Desharnais dans l'uniforme de Fribourg-Gotteron. C'était Reto Berra qui était le partant face à Elien Pope, puisque Joran Van Pottelberg a, semble-t-il, testé positif à la COVID. Donc, on verra pour les Jeux olympiques dans son cas. Ça a bien commencé pour Fribourg-Gotteron dès la 5e minute de jeu. On a le 1-0, Marc Leuenberger, signé Raphaël Diaz. Oui, c'est un jeu, je dirais, bien posé depuis l'engagement. Puis après, quand même, un peu de, je dirais, mauvaise réaction, mauvais jeu du gardien Elien Pope, parce que, voilà, en plus, il se met dedans. Mais il s'offre déjà, il sacrifie. C'est compromis, oui. Il s'est compromis depuis le début. Et là, vous parlez d'Elien Pope qui se compromet sur le 2-0 en fin de première période sur Chris Di Domenico. Alain, là, la faute est au gardien. C'est une échappée. Di Domenico ne fait pas encore de geste. Déjà que Pope s'est lancé sur sa gauche. En fait, il est agressif. Il sort beaucoup de son goal pour combler son manque de grandeur. Et puis, il essaye d'anticiper avant que le joueur y bouge. Et c'est sur les 2 premiers goals, c'est clairement ses points faibles parce qu'il se fait déporter. Puis après, les joueurs, ils ont du vide. Steph, c'est 2-0 après une période, mais c'est de l'opportunisme là, pour Fribourg. Oui, Fribourg qui a été très opportuniste, mais il a été fidèle à lui-même. Fribourg a joué une très bonne première période, bien organisée, très bon aussi défensivement. Il n'y a pas eu de surnom. Non, mais le premier tiers a été vraiment d'excellente qualité. On avait 2 bonnes équipes sur la glace et moi, j'ai adoré ça. Après, il y a eu des petites erreurs ensuite du match, mais là, il y a eu le coach challenge, vous l'avez vu. On a challengé. Ça, c'était une mauvaise décision de Bienne pour moi parce que le puck est dans les airs. Avec la caméra, avec l'effet parallaxe et tout ça, c'est très dur à évaluer. Je comprends pas qu'on ait challengé. On a challengé à tort. Et évidemment, ça a donné 2 minutes et le but a été validé. Et puis pour ceux qui n'étaient pas avec nous, évidemment, Di Domenico prend le puck avec la main. Il le met devant lui. Il a le droit de fermer la main dans la mesure où il ne tire aucun avantage ou qu'il ne feinte pas un adversaire. Donc pour moi, il l'a mis devant lui. Marc n'est pas d'accord avec moi. C'est la vieille école. Moi, je suis la nouvelle école. On n'est pas si loin que ça. Mais voilà, moi, je pense que dans l'application de la règle, c'est une bonne décision, mais ça se discute évidemment. Voilà, on se transporte maintenant en 2e période. Les 2 équipes qui n'ont pas eu le même début de 2e période, Bienne qui était un peu à la bourre et Fribourg en a profité avec Desharnais, son premier du match. Magnifique feinte, Marc, pour battre Pope dans le haut du filet. Oui, les 5 premières minutes du 2e tiers, voilà, Bienne était à côté, donc Fribourg est arrivé comme un train. Et là, typique, quelques petites erreurs, il se couche trop tôt, le gardien plutôt en dehors de sa position, très vite en bas. Voilà.
ils étaient moins présents que Fribourg. Alain, Bienne cherchait une étincelle. Elle est finalement arrivée de la canne de Mike Kunzle qui réduit l'écart à 3-1. Exactement. Au moment où je venais de dire qu'ils n'étaient pas dedans, ils ont fait juste de transition, pardon. Et puis la passe de Kunti, elle est magnifique. Et puis la finition aussi. Et ça a relancé Bienne, qui après a vraiment dominé les prochaines minutes. Steph, ça a vraiment été les meilleurs moments de Bienne parce que par la suite, il y a eu la faute de Fourère prise à contre-pied qui donne un penalty à Damien Brunner. Berra fait l'arrêt, mais quelques secondes plus tard, Brunner réussit à ramener les deux équipes à un but d'écart. Bien en deuxième période a été revenu. Ils ont fait du bien, hein, très bon en relance, jeu de transition, des joueurs très malins en attaque. Comme je dis, c'est deux équipes de qualité. Si vous leur donnez un petit quelque chose, ils en profitent. Et c'est ce qu'ils ont fait bien. On va voir le penalty raté. Là. Il est allé pour la partie inférieure, en low blocker, comme on dit, en bas du bloqueur. Mais Berra a mis son bloqueur sur la glace même pour arrêter cette rondelle. Peut-être qu'il avait étudié ce que Brunner fait. Il aime bien, Brunner, tirer à glace comme ça entre deux coups de patin. Il va sûrement sur sa gauche et puis il tire entre deux coups de patin. C'est à la deuxième occasion, finalement, Marc, que Brunner a eu le dessus sur Berra. Tir, là, parfait. Tir parfait. Disons que le puck revient un peu chanceusement. Il y a un shoot là de Kunti qui, donc Berra ne peut pas le bloquer. Il tape un peu en haut de la poitrine et puis le rebond est favorable. Et en plein sur la canne à Brunner et Brunner le met bien au-dessus de l'épaule, sous la latte. Voilà. C'était les meilleures minutes de Bienne aussi. D'ailleurs, après... Et justement, après, Christian Dubé a pris un temps mort, un temps d'arrêt qui a finalement été salutaire pour Fribourg-Gotteron, Alain, puisque ça a un peu calmé le jeu. Et par la suite, on a vu le 4-2. Magnifique jeu de Chris Domenico, qui a encore une fois très bien joué ce soir. Magnifique passe, et c'est Julien Sprunger qui marque. Exactement, c'est... Christian Dubé, il a pris le temps mort au bon moment, ça a permis de calmer les joueurs et puis après ça correspond un peu à la saison à Fribourg. Le défenseur shoot, casse sa canne et puis après ils font le jeu parfait. La passe elle est magnifique, le shoot de Julien est magnifique, rien à dire. Un but en fin de période comme ça ne peut faire que mal, Stéphane. Et d'ailleurs, Fribourg en a rajouté en avantage numérique. C'est Dernay qui marque son deuxième du match. Et là, il a été très bien servi par Julien Sprunger. Oui, Julien Sprunger qui était patient, dit Domenico, le long de la bande, a aussi réussi à créer un petit peu d'espace. Regardez, il y a une espèce de 2-contre-1. Et là, j'ai l'impression que Grossman a été un petit peu lent à réagir, à descendre sur la glace. Mais Dernay a quitté sa place. Normalement, il est à la gauche de votre écran, à côté du but, là. Puis il a tout de suite changé de position. Difficile à couvrir. Et Fribourg a fait du Fribourg. Il était très opportuniste. Ses meilleurs joueurs ont été ses meilleurs. Et Julien Sprunger connaît toute une saison, messieurs. Hein? Ouais. Encore une fois. Oui, et encore une fois, un but, une passe pour lui ce soir. Bienne n'a pas abandonné quand même, Marc, et c'est Jere Salinen qui marque son 7e de la saison. On est à mi-chemin là, à ce moment-là, en troisième période. Voilà, oui. Bienne, on sait, hein, ils ont des ressources, ils ont des qualités. Un des jeux qu'ils font régulièrement, quand ça revient sur le défenseur, on fait une sorte de centre-tir sur un homme qui est en pointe, puis cette déviation, et puis après on travaille sur le puck typique, puis il y en a qui est passé entre les jambes. Alain, une victoire méritée pour la troupe de Christian Dubé ce soir? Tout à fait, c'est l'équipe qui a été le plus consistant qui a gagné. Et moi, je trouve ce qui est impressionnant à Fribourg, c'est la sérénité qu'ils ont. Ils ne paniquent pas, ils sont tranquilles. Ils font le jeu qu'ils doivent faire et de temps en temps, ils ont ce petit brin de chance. Enfin, presque chaque match, comme le défenseur qui casse sa canne, mais après, ils font le jeu parfait. Et puis, espérons que ça continue encore. Je dirais même plus, je pense qu'ils jouent comme une équipe de première position. Ouais. Espérons que ça dure. Exact. Et Christian Dubé a pris également avec son temps mort une très bonne décision pour calmer le jeu en milieu de deuxième période. On va d'ailleurs l'entendre au micro de notre commentateur, Laurent Antonioli. Christian Dubé, après cette victoire contre Bienne, on a encore senti beaucoup de sérénité au sein de votre équipe durant tout le match. Oui, on s'est fait un petit peu peur quand ils sont revenus à 3-2. Ça change vite avec une belle équipe comme Bienne. Ils ont beaucoup d'armes offensives, donc on s'est fait un peu peur, mais par la suite, on a bien géré. Voilà, mais je pense que c'était un beau match, ça jouait rapide, et puis contre Bienne, c'est tout le temps le cas. Quel bilan vous tirez de votre équipe jusqu'à la pause de l'équipe nationale? Vous êtes notamment sur 10 victoires de suite ici à domicile. Ouais, écoutez, c'est dur d'être plus haut qu'on est présentement, donc c'est sûr qu'on est très content. Je pense qu'on
n'y a pas beaucoup de monde qui nous voyait là. On n'a absolument rien gagné. Hein. Je veux juste être clair qu'on n'a rien gagné, mais quand même, on est là. On est content. J'espère qu'on a fait un pas en avant dans notre jeu, dans notre mentalité aussi. Mais voilà, il reste le plus dur à faire. Donc, mais voilà, on va avoir un bon 10 jours de congé, puis on va se faire plaisir. Maintenant, vous croisez les doigts pour que tout le monde rentre en pleine forme de Pékin, en fait. Oui, mais comme j'ai dit aux gars, je souhaite vraiment bonne chance à tout le monde. C'est une expérience d'une vie. Et puis, j'espère que quelqu'un puisse revenir avec une médaille. Merci, Christian, et bonne suite. Merci. Un Christian Dubé souriant qui passera certainement à de belles vacances. On va maintenant entendre une réaction du côté du HC Bienne et c'est Gaétan Haas qui est à notre micro. Quelle est votre analyse de cette défaite ce soir ici à Fribourg? On se retrouve 2-0 derrière. On pousse, on prend des goals au mauvais moment. On pousse, on marque pas. Et eux, ils marquent. De nouveau, on prend plus de pénalités que l'adversaire. Et ouais, c'est à chaque fois qu'on joue contre les équipes devant nous, ça se passe comme ça, on prend plus de pénalités. Ils marquent. Puis voilà. On arrive à la pause pour l'équipe nationale. Vous allez partir, vous, à Pékin. Quelle analyse vous faites là aussi de la saison du HC Bienne jusque-là? Très bon début. On a une autre trou en novembre. Ensuite, on s'est bien remis dedans. Là, sur les derniers 5 matchs, on en perd 4. On joue des équipes qui étaient en confiance. Il va falloir corriger après la pause pour pouvoir gagner contre ce genre d'équipe. On n'est pas loin d'eux parce que dans le jeu, j'ai l'impression qu'on est autant bon, parfois même meilleur. Mais comme j'ai dit, trop de pénalités et puis on se fait avoir. Merci Gaétan et bonne suite. Merci, ciao. Un Gaétan Haas un peu sans mots, là, un peu découragé après cette défaite. Commentaire à chaud, évidemment, du capitaine du HC Bienne. Marque finale, donc, 5-3 pour Fribourg-Gotteron, qui va rester en tête du classement avec 7 victoires. On va maintenant passer au match entre le HC Davos et le CP Berne. Les deux équipes qui, eux, luttent pour garder leur position au classement. Davos qui est la dernière équipe jusqu'ici qualifiée pour les playoffs et Berne est la dernière équipe qualifiée pour les pré-playoffs. Il y avait de l'enjeu dans ce match. Les deux gardiens partants, c'était Sandro Eschliman et Daniel Manzatto. Manzatto qui avait connu une très bonne sortie la veille. Mais c'est Davos qui marque en premier. Et c'est Schmutz avec son 8e et s'est retrouvé en échappée, Marc. Et là-dessus, Manzatto n'a pas très bien paru. Bon, Manzatto n'a pas très bien paru, mais c'est quand même un surnombre de Berne et ils perdent bêtement le puck et puis Schmutz en arrive seul au but, il prend sa chance. Voilà, c'est goal. Je dirais surtout les joueurs de champ, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un revirement, une mauvaise passe. Une bonne canne d'un joueur de Davos quand même, mais là, voilà, c'est un revirement. Un mauvais jeu en zone neutre. Voilà. 3 minutes plus tard, c'est Yannick Frenner qui marque son premier du match et des retours de lancer, il y en avait. Finalement réussi à déjouer Daniel Manzatto, Alain. 2-0 Davos, mais cette période était clairement l'avantage des joueurs grisons. Ouais, on sait que l'équipe qui va jouer à Davos le premier tiers, enfin surtout les 10 premières minutes sont toujours très compliquées. Et puis ils ont mis beaucoup de pression ce soir. Par contre, là, ce qui me dérange un peu, c'est le défenseur. Là, il doit, le puck est là, tu dois prendre le lancer le plus loin possible du goal. Et il a essayé encore de faire une passe qui a permis après à Davos de marquer. On se transporte maintenant en deuxième période et le CP Berne commence la période de brillante façon et ça se poursuit. À mi-chemin, c'est Kaspar Dogovins qui marque son 8e là-dessus. Un très beau jeu, une très belle passe et Dogovins qui enfile l'aiguille. Oui, Dogovins qui revenait au jeu 2 contre 1, bien joué, temporisé ici la passe, feinte de tir, glisse le pas entre les patins et la canne du défenseur, c'est très bien joué. 3 minutes plus tard, le HC Davos qui va reprendre 2 buts d'avance. C'est Enzo Corvi avec son 6e de la saison, avec
une feinte et un tir du revers là, qui va déjouer Daniel Manzatto. On le voit ici. Il se retrouve seul. Et là encore, Marc, des erreurs défensives là-dessus. Oui, il y a eu des mauvais changements là, ou transfert de joueurs. Ça a tiré, on a suivi, on n'a pas regardé ce qu'il y avait derrière. Donc on regarde plus que le porteur du puck et on voit plus ce qu'il y a derrière. Corvi, on le sait, il a un super patinage, des super mains. C'est pas forcément un buteur, c'est plutôt un passeur. Oh, ouais, c'est son 6e de la saison. Mais par contre, si on le laisse comme ça... Ouais, mais le jeu de Simic en zone neutre, là, il est bien. Ouais, pas mal, hein? Mais Berne ne paraît pas très bien non plus. Non. On se transporte à la toute fin de la deuxième période et c'est Simon Moser qui ramène le CP Berne à une longueur tout juste avant de repartir au vestiaire. Et ça, Alain, c'est un but important parce que justement, tu retournes au deuxième entracte avec seulement un but d'écart. Tout à fait. Et puis là, on sait que Berne n'abandonne jamais cette année. Et puis là, ils ont essayé de mettre la pression. Ils ont été un petit peu aidés parce que le défenseur de Davos a loupé le puck. Et puis marquer un but comme ça fait toujours du bien pour le moral pour attaquer le troisième tiers. Pour les fans de nos Anois qui se demandent comment va Phil Verone, eh bien, il a marqué son 5e de la saison, Steph. C'est le but qui crée l'égalité 3-3 dès le début de la troisième période. Un CP Berne qui n'a pas abandonné ce soir. Non, il est revenu, là, bon tir, une petite hésitation, un petit moment d'hésitation. Mauvaise relance déjà, là, le défenseur c'est Nygren qui est poursuivi, tente une passe à faible pourcentage de réussite, on va dire comme ça, ou à fort pourcentage d'échec. Une cata. Et finalement, il donne le puck à Varone qui hésite et le gardien. Tout le monde est prêt à contre-pied, le défenseur aussi, pied plat. Voilà. On se transporte à la toute fin du match. Il restait moins de 5 minutes. On pensait s'en aller vers une prolongation et finalement, c'est Yannick Frenner avec une belle feinte qui déjoue Daniel Manzatto, Marc, pour donner finalement la victoire au HC Davos. Oui, c'est un superbe but comme il le met, mais le défenseur bernois, là, oui, il va cueillir les fraises de l'autre côté. Il fait pas d'obstruction, il est pas au chemin. Il lui ouvre la voie et puis après il arrive, mais c'est vrai qu'il le met de belle manière en back-end dans la lucarne, c'est super. Mais Berne a quand même facilité la tâche. Il y a eu des grosses erreurs défensives, des gros trucs. Très gros. Voilà, donc il ne faut pas être un spécialiste pour les voir, là, ces erreurs-là. On a donné des pucks, on a donné des boulevards, des turnovers, et puis on a payé le prix. Berne qui avait 2 victoires de suite, qui avait été largement dominé, mais qui avait quand même réussi à s'imposer. Et ce soir, ça les a rattrapés. Manzatto dans la cage. Donc... Voilà, donc la course pour la 10e place... Elle est relancée d'une certaine façon, parce qu'après les 2 victoires de suite, même si, Alain, on n'avait quand même pas joué de chance, mais on s'était fait dominer, bien là, ce soir, même si on reste dans le match tout au long du match, on arrive à court quand même. Non, c'est clair, en faisant autant d'erreurs, c'est difficile de gagner à Davos. Et puis là, comme sur le dernier goal, ils étaient très, très passifs. Un petit jeune à Davos que j'aime bien, le petit jeune Yannick Frenner, petit joueur assez costaud. Jeune joueur que j'aime beaucoup. Oui, 2 buts ce soir pour Frenner, son 8e et son 9e de la saison. Donc, victoire de 4-3 du HC Davos. On va maintenant se diriger vers le dernier match de la soirée. C'était Langnau qui recevait Lugano. Et c'était les débuts de Dario Rohrbach sous son nouveau maillot Emmantalois. Lui qui a fait le chemin inverse de Kai Schwery et qui va terminer la saison à Langnau. Robert Mayer face au gardien étranger Leland Irving pour les Luganais. Et c'était un match qui a été assez ouvert au niveau offensif. Et finalement, on voit le 2e du match de Loïc Vedova. C'est pas reconnu comme un marqueur, Marc, mais quand même 2 buts ce soir, son 2e et son 3e de la saison. Et là, un tir sur réception, Robert Mayer là-dessus, qui... sans dire qu'il a paru faible, mais il y a eu quelques buts quand même dans ce match-là où Robert Mayer a paru faible. Oui, absolument. Mais là, en l'occurrence, c'est compliqué. Donc, il vient de derrière, la passe arrive, il la touche. Mais ce qui est incroyable, c'est la passivité des défenseurs. Là, ils reculent et ils sont les deux encore trop loin, quoi. Du côté de Langnau, il y a quand même de quoi se réjouir puisqu'Harry Pesonen a marqué un coup du chapeau sur les 4 buts donc de Langnau des Tigers. Il en a signé 3 et on voit son tout dernier ici, Irving, qui cherchait cette rondelle après avoir fait l'arrêt. Elle est revenue directement dans l'enclave. Alain, là, il a joué de chance parce qu'il était au bon endroit au bon moment. Exactement, et puis Pessi, il loupe rarement ça. Maintenant, heureusement qu'ils sont là, les étrangers de Langnau, et j'aimerais pas trop être à leur place parce que ça doit pas être facile. Ils font souvent des bons matchs, ils marquent souvent des goals, ils font souvent des passes, mais
ils ne gagnent pas beaucoup de matchs. Et ils se prennent beaucoup de goals. Et pour du côté de Langnau, le 4e bloc aligné ce soir avait 5 matchs d'expérience derrière la cravate en National League. Et ils ont utilisé le merveilleux total de 40 joueurs cette année à Langnau. 40 joueurs différents ont griffé la glace, ou en tout cas griffé la feuille de match du côté de Langnau. C'est très, très compliqué. Et si vous cumulez les défaites d'Ajoie et les défaites consécutives d'Ajoie et les défaites consécutives de Langnau, on est à plus de 30 matchs sans victoire pour les deux équipes, pour les deux clubs. Je parle d'Ajoie et de Langnau cumulés. Une pause qui arrive au bon moment pour ces deux équipes. Donc, la marque finale, c'est 7-4 en faveur de Lugano. On va donc jeter un œil au récapitulatif de la soirée. Les 5 résultats donc de ces matchs en National League. Victoire à sens unique, 11-0 de Zug sur Ajoie, 4-3 Davos en temps réglementaire. Fribourg-Gotteron bat Bienne à la maison, 5-3. Genève-Servette, victoire par jeu blanc 3-0 sur les DLSC Lions. Et finalement, Lugano, victoire de 7-4, comme on vient de voir sur Langnau. Au classement, donc, voilà pour le dernier classement avant la pause de 3 semaines. Bienne qui pointe toujours au 5e rang là, derrière les DLSC Lions, mais il faudra quand même faire attention au Waché Davos qui revient avec la victoire de ce soir. Fribourg-Gotteron toujours bien placé en première position. Genève-Servette qui passe devant Lausanne avec la victoire de ce soir. Et Berne là, qui est toujours à quelques points par match d'avance sur Ambry, Piota et Ajoie qui ferme toujours la marche avec seulement 18 points depuis le début de la saison. C'est ce qui met fin à Puck & Go, les highlights. Évidemment, la soirée de National League n'est pas terminée puisque dans quelques minutes à peine, on retrouve nos invités de la soirée dans le décor de Backcheck le Talk où on fera un bilan du 3/4 de la saison des clubs romans. À tout de suite.